bien sûr, c'est une initiative d'EMA Québec qui recommande de prendre rendez-vous. Tous les détails sont sur le site d'EMA Québec et il y a un numéro de téléphone aussi que vous pouvez composer pour prendre votre rendez-vous. Dernier petit message, programmation des loisirs. L'inscription en ligne est présentement ouverte. La session du printemps 2026 sera du 30 mars au 8 juin 2026 pour une durée de 10 semaines. Tous les détails pour la programmation se retrouvent sur notre site web. Voilà. Alors, ça nous amène à la première période de questions. Comme vous savez maintenant, à la première période de questions, les questions, commentaires portent sur les points qui sont à l'ordre du jour. J'ai 3 inscriptions ici, donc je vais commencer par les questions qui vont avoir lieu sur le projet Nature 360. Je demanderai donc à M. Lessard, Julien Télessard, à venir prendre la parole. Bonsoir. En fait, vous l'avez abordé un peu dans le début. Dans la période électorale, tout juste avant l'élection, vous avez mentionné que vous voulez une gouvernance collaborative et transparente sur des projets importants, dont la consultation de la population, pour permettre des décisions éclairées. J'aimerais savoir pourquoi ça a été refusé sans avoir consulté la population, entre novembre et aujourd'hui. Bien, premièrement, ne pas passer au vote. Donc là, on pourra peut-être parler après le vote si vous avez d'autres questions. Par rapport à la consultation publique, c'est que les consultations publiques peuvent se faire sur des projets qui sont recevables, donc qui pourraient aller de l'avant. Donc l'idée, c'est de travailler en collaboration avec la population, les entrepreneurs, les élus et l'administration. Donc quand un projet est considéré non recevable, c'est les recommandations qu'on a eues, les aspects techniques et juridiques qu'on a eu pour le moment. Donc pour le moment, on ne voyait pas la possibilité de faire une consultation publique. Mais c'est sûr que s'il y a des projets qui sont redevables, on veut absolument faire des consultations publiques à chaque fois que c'est pertinent de le faire. OK. Moi, je me rappelle avoir participé à une consultation publique dans 60, 2023, je me trompe pas, c'était ici. Est-ce que ça compte, ça, dans le processus? Bien, en fait, c'était surtout une séance d'information qui a eu lieu. Ça compte dans le processus. Ça compte dans un processus où il y avait justement la population qui était invitée à être présente, mais les analyses qui ont été faites, pour le moment, c'est des analyses techniques et juridiques. OK. Ça serait quoi la différence entre une séance d'information et une consultation? La consultation, habituellement, on pose des questions à l'auditoire pour avoir leur point de vue, pour avoir leurs idées. Okay. Donc, sinon, la séance d'information, c'est un partage d'informations vers le public. OK. Puis en fait, l'autre chose que j'aimerais savoir, c'est il y avait aussi mention qu'il y a des grands projets, il faut que ça soit très collaboratif entre élus, services, population et développeurs. Est-ce que vous les avez rencontrés en novembre puis aujourd'hui? C'est un travail administratif qui a été fait. Donc, nous, on laisse l'administration faire son travail. Par la suite, il y a les recommandations qui vont vers les élus qui doivent prendre position. OK. Puis dans la résolution, là, je comprends, c'est peut-être pas voté encore, mais il n'y a aucune mention des droits acquis. Est-ce qu'on peut comprendre que les acquis juridiques finalement ont démontré que les droits acquis tiennent? En fait, quand on regarde dans les résolutions précédentes, on voit le terme privilège, par exemple, qui a été utilisé. C'est un régime d'exception qui a été mis en place par un ancien conseil. Cela dit, nous, on s'est arrêté vraiment, comme j'ai mentionné, aux avis techniques et juridiques. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la résolution, c'est en lien avec les recommandations qu'on a eues de la firme externe, de notre service d'urbanisme, des comités consultatifs et le cadre juridique actuel. OK. Quand on parle de déposer un projet et d'avoir une conformité, tout ça, là, quand je lis la résolution, c'est que vous rejetez le projet, puis les portes sont closes, on n'étudiera plus le projet Nature 360. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Normalement, quand on dépose des projets, c'est un processus itératif. Des fois, il y a des nouvelles versions, on vient à déposer des plans, puis la municipalité agit aussi comme facilitateur. Fait que pourquoi dans ce cas-là, ça n'a pas été fait? Bien, en fait, ça, c'est une question que je vais répondre si ça vous convient. Lors de la deuxième période de questions, je vais la mettre de côté parce qu'on n'a pas encore voté sur la résolution. Donc, je pense que ça serait important d'attendre d'avoir le vote avant de donner plus d'informations à ce sujet. OK. Vous avez parlé aussi de vous avoir appuyé sur les recommandations des comités.
dont en urbanisme, en environnement. Fait que comment on peut s'assurer de l'impartialité et de l'objectivité des comités quand il y a des membres qui ont soit des liens personnels ou politiques avec votre alliance? Premièrement, s'il y a un conflit d'intérêts, les personnes qui ont tous signé notre code d'éthique et de déontologie doivent le dire et se retirer. Donc, il y a un code qui est très strict, je pense que vous-même avez lu, que vous connaissez. Ouais. Donc, voilà. OK. Puis, dans un souci de transparence, tu sais, maintenant, avec justement ce nouveau code-là, les rencontres avec les développeurs doivent être maintenant enregistrées et publiées. Est-ce qu'on peut s'attendre la même chose des comités municipaux éventuellement? Je prends note de la suggestion. OK, parfait. Est-ce qu'une analyse des risques financiers était faite dans ce cadre-là? Ça semble éventuellement, il va peut-être avoir des poursuites ou avoir des poursuites. Donc, est-ce qu'il y a eu une analyse autour de ça pour les risques financiers de la municipalité? On en a parlé avec nos avocats. En fait, si je peux, c'est sûr que c'est difficile de répondre juste comme ça parce que ça va dépendre de la nature vraiment des poursuites, le temps qui va être accordé, monter les dossiers, la cour, etc. Mais pour vous donner une idée quand même de grandeur, ce qu'on nous a dit, c'est que ça pourrait monter à quelques milliers de dollars. Donc, dizaines de milliers de dollars. Donc, on n'est pas dans l'ordre de quelques millions ou de 100 millions. C'est des frais juridiques qu'on doit payer selon le temps que ça va prendre à procéder en cours. OK. Je suis un peu sceptique, honnêtement, parce qu'il y a un cas dans, je ne me rappelle plus quelle municipalité, je peux blâmer, mais eux, quand ils étaient rendus dans la machine des poursuites, pour un seul projet, non 7 qu'on va avoir ici, on parlait de 33 000 par mois. Fait que moi, c'est dans une perspective de est-ce qu'on peut planifier le volet financier et voir c'est quoi les risques pour la municipalité, parce qu'on peut déjà on a des avis déjà sur la question, comme je vous ai répondu. Votre cas, je ne sais pas s'il se compare réellement bien au nôtre. C'est les informations que je partage. partage. La transparence à ce niveau-là, de planification, parce qu'autrement, c'est comme si les contribuables donnent un chèque en temps. On va voir de un s'il y a des poursuites. S'il y en a, mais après ça, on pourra sûrement avoir des estimés de nos avocats. OK. Puis le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que je comprends que vous avez voté tantôt, mais tu sais, les projets dans lesquels il y a des droits acquis puis que vous avez peut-être refusé. C'est des développeurs, mais c'est aussi des acteurs du récréotourisme. On parle du golf, du ski, du parc aquatique, c'est des gros acteurs. S'il y a un manque de collaboration et d'ouverture, comme présentement on dirait dans cette période-là, il y a eu, qu'est-ce qui va arriver si ces gens-là font ça et viennent à Cantley? C'est dur de répondre à une question comme ça quand on n'est pas là. On est juste à l'étape ici de voir si le projet était recevable, s'il pouvait aller de l'avant. On a aussi des obligations légales à respecter, des règlements à respecter, un cadre juridique à respecter. Donc, s'il y a d'autres analyses à faire par la suite, on a aussi planifié une rencontre avec l'Association des gens d'affaires de Cantley. On veut rétablir la collaboration justement avec les gens d'affaires. C'est important pour nous. C'est pas tous les projets doivent se traiter avec une analyse rigoureuse. C'est nous, on doit être responsable à travers les processus. Donc, c'est ce qu'on veut mettre en place. Par la suite, on aura des discussions à avoir avec les promoteurs en bonne et due forme. Okay. Je ne peux pas répondre vraiment plus. Point, il y a eu l'affaire 307 000, c'est pas fini. Je pense qu'il y a une question de ponceau aussi en décembre. Là, on a ça. Je n'ai pas compris. Le ponceau, je pense que c'est. Le ponceau, j'attends des nouvelles. OK. Mais quand même, il y a eu en décembre, on a reçu, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Il y a ça, il y a les frais juridiques qui s'en viennent, les poursuites, les dommages, tout ça. Ça commence à se cumuler à Cantley, puis on a eu une augmentation de taxes quand même importante à 4,5 qu'on n'avait pas eu par le passé. Tu sais, juste pour un déficit de 4 millions qu'il y a en 2023, je pense qu'il y a eu de l'accompagnement avec le ministère des Affaires municipales. Donc, est-ce que vous allez envisager ça aussi? On envisage tous les frais qu'on doit assumer. On fait nos budgets en perspective de la plupart des dépenses qu'on peut prévoir. Il y a toujours des imprévus, mais on essaie aussi de prévoir qu'il va y avoir des imprévus. C'est quoi exactement? Si vous envisagez de l'accompagnement du MAPACH, éventuellement pour la gestion financière de la municipalité, qu'est-ce qui est en train de se créer comme déficit potentiel? En ce moment, je pense qu'on n'en est pas là. On a aussi créé un comité consultatif en finance
pour nous aider dans nos démarches, pour nous aider aussi à trouver des façons de diversifier nos revenus. Alors, si à un moment donné, on a besoin d'un accompagnement autre, ben, c'est sûr qu'on va être ouvert à ça. OK. Merci. Monsieur Marc Villeneuve. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Villeneuve. La question que j'avais, M. Julien a juste me posé quelques points. Moi, je tiens ce soir pour être rassuré que les futurs frais financiers, etc., un petit peu la même angle que M. Julien, sauf que moi, j'ai été souvent témoin d'expert dans plusieurs causes de construction. Puis je me dis toujours, c'est toujours mieux de négocier à la place de mettre l'autre partie dans une position de future poursuite ou peu importe. Je me demande, avant de voter, je pense que ce serait important de dire, on a tout fait pour ne pas avoir ces grands entrepreneurs-là, ces promoteurs-là contre nous. Je pense qu'un genre de négociation mini-moyenne pourrait être justifié d'y penser avant de mettre ces gens-là contre nous. Parce que je pense que quand c'est un peu ce que Julien a dit tantôt, on n'a pas des millions en amont de nous, on n'a pas des centaines de milliers de dollars à dépenser en prêt juridique. Puis, dans une cause juridique, il y a seulement 2 gagnants, les avocats des 2 parties. Donc, les 2 parties impliquées, que ce soit les municipalités, que ce soit les promoteurs, il y a beaucoup de frais qui s'ajoutent. Puis c'est eux qui sont perdants. Donc, moi, je me demande en tant que président, pourquoi pas, à la place d'un vote, de considérer une dernière négociation? Y a-t-il un chemin à faire? Y a-t-il quelque chose qu'on peut comprendre? Je pense que l'ancien conseil était assez d'accord, je pense, sur le projet. Mme Grondin est partie, je ne peux pas répondre pour son opinion, mais je pense que le projet était suffisamment avancé. Puis je pense qu'une municipalité devrait travailler avec ses entrepreneurs, ses promoteurs, main dans la main. Parce qu'une municipalité sans entrepreneurs, sans commerce, c'est les poumons des municipalités. Je pense que le rôle d'un conseil, c'est de pouvoir s'asseoir avec eux, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, à la place d'aller en cours. Puis, comme Julien a dit, peut-être ces promoteurs-là, qui sont des gros acteurs actuellement, vont juste partir, vont dire, excusez l'expression, fuck it, on s'en va ailleurs, mais on les a besoin. Puis, je pense que vous n'avez intérêt à essayer de vous asseoir en dernière minute avant d'un vote. Puis, y a-t-il une solution qu'on peut trouver gagnant-gagnant? Il y a toujours des partants. Il faut mettre l'eau dans son vin des 2 parties, la municipalité et eux. Mais je pense que c'est un projet depuis 2021. Ils ont acheté ça en 2018, surtout Nature 360. Je pense qu'ils ont beaucoup mis d'argent. Puis, je pense qu'on devrait peut-être mettre un petit peu de temps. L'ancien conseil semblait être favorable. Nathalie, tu peux me répondre, tu étais là à l'ancien conseil. De notre côté, il semblait avancer ce projet-là. Donc, je me demande s'il y aurait une possibilité d'avoir un vote, de dire on va négocier en dernière minute. On peut-tu essayer de trouver gagnant-gagnant? On va perdre. Eux vont perdre. Mais moins cher que des centaines de milliers de dollars de frais d'avocat puis des poursuites futures. Merci pour votre commentaire. C'est une Alors, question, je ne sais pas, je sais pas si vous avez lu la résolution. Oui. Alors, en ce moment, on est en train de voter sur des avis techniques et juridiques pour savoir si le projet est recevable. Donc, on nous a recommandé de rejeter le projet pour sa non-conformité et parce qu'il est incomplet dans la façon qu'il a été déposé, au niveau des informations qui ont été données. Le vote, c'est pas sur est-ce qu'on veut le projet, on l'aime pas, on l'aime-tu à moitié, on le voit-tu de même ou pas. On n'est pas dans du discrétionnaire en ce moment. On est sur est-ce qu'il est conforme ou il n'est pas conforme avec les informations qu'on a reçues. Puis c'est là-dessus qu'il faut se positionner ce soir. OK, mais votre dernière phrase. Donc, le projet, c'est pas la première fois qu'il est déposé. Quand il a été déposé en 2023, il a été rejeté aussi parce qu'il n'était pas conforme. Donc, on avait demandé aux promoteurs, sous des conditions strictes, d'aller faire des corrections pour le rendre conforme. Ils ont été faits? Le projet est considéré, si vous lisez la résolution, vous allez voir qu'il est considéré non complet, non conforme. C'est expliqué pourquoi, puis je vais prendre la peine de tout le lire aussi tantôt. Donc, c'est là-dessus qu'on se positionne ce soir. Je suis d'accord, mais on a des obligations légales à travers ça. Oui, mais je pense dans un cas comme ça, ces gens-là, ces acteurs-là, je pense qu'on fait beaucoup pour calmer, puis je pense qu'il juste avoir pris le temps de négocier à la toute fin avant d'arriver avec une résolution comme ça, je pense que ça aurait été pas mal plus facile.
puis il pourrait peut-être économiser beaucoup d'argent. Vous donnez une dernière phrase dans vos 4 pages de résolution ou 5 pages, que c'est fini. On ferme la porte. Ça, c'est clair. Puis, en cours, on sait que les juges n'aiment pas ça. Les juges disent, ben, ça fait fermer la porte. Donc, est-ce que ça vous donne une porte contre vous? C'est à vous de décider, mais moi, c'est nos dollars qui m'inquiètent. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est les seules interventions qui étaient demandées. C'est les seules interventions qui étaient demandées pour Nature 360, mais j'aimerais savoir quand même, avant qu'on passe à un autre sujet, s'il y avait d'autres interventions souhaitées. Sinon, vous allez avoir la chance aussi de le faire à la deuxième période de questions. Ça va? Donc, j'irai avec M. Durand, qui a une question sur le point 8.6 qui est à l'ordre du jour. Bonsoir. Moi, j'ai bien lu au point 8.6 qu'il y a un projet de règlement affiché comme étant 3 135 000. Par contre, au PTI, ce qu'on voit comme règlement d'emprunt projeté, 522 000. Je vois aussi comme subvention du TEP, plus ou moins 2 millions. Ce que j'ai trouvé un peu particulier, on parle de cela. Moi, j'ai demandé en quelque part en fin de journée que l'on communique les détails de ce qu'on pourrait composer de 3 135 000 qu'on m'a fait parvenir. J'aurais tout au moins souhaité que quand on parle un projet de règlement de 3 millions, qu'on puisse au moins afficher de quoi on parle. Puis les projets, j'en ai 8, je pense, mais personne ne le voit. On voit 3 135 000. On ne sait pas quelle partie du montant va être remboursée via le programme TEP. Je pense que ça manque surtout de clarté. Je ne dis pas que c'est pas correct, mais c'est pas clair. Moi, je vois, les citoyens disent en fait 3 135 000. Je ne suis pas sûr que tout le monde a lu le PTI, qui comprenne c'est quoi trop. Et je pense que ça manquait juste un peu de clarté. Tout simplement, c'est tout ce que je mentionne. Je ne dis pas que c'est pas bon, que c'est pas correct, mais c'est pas clair, surtout. Parce que moi, quand j'ai eu 3 135 000, il fallait lire plus bas, moins les subventions qu'on va recevoir. Puis dans le PTI, on a bien indiqué comme subvention à recevoir 1 995 000. C'est ça qui est indiqué au PTI que vous avez adopté. Merci pour votre question. Je vais laisser M. Parent répondre. Oh, absolument. Merci, M. Durand, de votre intervention. Je dois dire, j'ai eu la même réaction quand j'ai lu la résolution pour la première fois. J'avais aucune idée c'était pourquoi. J'étais bien rassuré après avoir eu les explications de M. Parent et d'avoir retourné dans le pays de PRR. Effectivement, moi j'aimerais les résolutions comme celle-là pour un petit peu plus de clarté. Oui. Non, pas du tout. Mais vous allez être rassuré par les explications de M. Parent. Sur le 3 195 000 qui était au PTI, il y en a 1 995 000 qui est à la TEC. Mais la TEC, il faut la subventionner nous autres-mêmes parce qu'on la subventionne. On a un remboursement du gouvernement du Québec sur 20 ans. Il nous rembourse capital et intérêt. Mais entre-temps, c'est nous autres qu'il faut faire l'emprunt. L'emprunt de la TEC est à 0 pour les citoyens parce que c'est le gouvernement qui nous rembourse au complet en fonction des taux qu'on va avoir dans un premier temps. Il y a un montant de 522 000 qui est un emprunt directement fait pour le chemin, la réhabilitation du chemin de Pignon. Ça, c'est vraiment ce 522 000 va être là. Puis il y a un montant de 678 000 de subvention qui vous a été alloué pour justement pour le chemin de Pignon. Fait que cet exercice-là fait en sorte que ça donne 3 134 000 $. Sur ce montant-là, il va y en avoir 1,9 million qui va être remboursé directement par l'État. Et un autre montant de 670 000 qui est par les subventions. Donc, la charge réelle au citoyen, c'est 522 000 Je comprends bien que les explications sont différentes. Mais c'est pas tout le monde qui comprend ça, qui est au fait de cette information-là. C'est ça que je veux souligner dans mon intervention. Merci pour votre intervention. Ça nous permet justement d'offrir plus de clarté. Donc, c'est bien apprécié. Ceci met fin à la première période de questions. Ça nous amène au point 3, adoption de l'ordre du jour du 17 mars 2026. Il est proposé par Mme Saint-Louis, appuyé par Mme Messé.
Adopté à l'unanimité. Point 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2026. Appuyé par M. Excusez-moi. Proposé par M. Kahn, appuyé par Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. Point 5. Rejet du 5.1. Rejet du projet d'opération cadastrale lotissement et PIA déposé par Rivière-Mont-Cascade, Inc., Nature 360. Alors, je vais vous demander d'être indulgent, patient. On avait décidé le conseil de donner juste des courtes explications maintenant au lieu de lire les considérants et les résolus, mais puisqu'il y a quand même beaucoup d'informations, c'est un peu complexe de résumer le tout. Je vais m'assurer que ça soit quand même bien compris. Je vais faire la lecture de la résolution complète. C'est un peu long, pardonnez-moi, mais en même temps, c'est pour le bien de tous. Voilà. Donc, j'y vais. Considérant que 2 demandes d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, visant le prolongement et l'ouverture de rues et la création de près de 300 lots ont été déposées par le promoteur Rivière-Mont-Cascade, Inc. le 7 février 2022 pour la réalisation d'un projet nommé Nature 360. Considérant que la demande initiale a été déposée dans le cadre d'un régime d'exception, alors que la nouvelle réglementation interdisant de tels projets était annoncée, de sorte que seules les demandes substantiellement complètes et conformes pouvaient exceptionnellement être considérées pour étude. Considérant que, par sa résolution numéro 2023 MC 093, adoptée le 11 avril 2023, le Conseil, après avoir pris connaissance de rapports et recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et du Comité consultatif en environnement et développement durable de Cantley, a unanimement rejeté la demande en raison de sa non-conformité à la réglementation applicable et rejetait également les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Considérant que le promoteur a déposé de nouveaux plans modifiés, soit la version numéro 11, datée du 18 août 2025 pour approbation du même projet, considérant que le CCU a pris connaissance le 24 février 2027 de la demande 2022-2001 PIA et la demande 2022-1005 lotissement, pour en refaire l'analyse dans le contexte de la résolution de refus de 2023, considérant que la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale est analysée en fonction de l'ancien règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 274-05, considérant que le PIA fut d'abord soumis pour analyse à la firme d'urbanisme APUR, qui a conclu au caractère incomplet de la demande, notamment par l'absence des points suivants. Je les nomme. Manque d'informations techniques. Certains éléments requis pour l'analyse, superficie, moyenne des lots, configuration des sentiers d'urgence, gestion de la neige, servitude, etc., ne sont pas précisés ou sont partiellement documentés. Plan de référence incomplet ou à réviser. Le plan daté du 18 août 2025, bien qu'utilisé comme base d'analyse, comporte des tracés de rues non conformes qui devront être modifiés, ce qui affecte la validité de l'analyse du PIA. La configuration des rues et des cul-de-sac limite l'optimisation des déplacements automobiles, ce qui ne respecte pas l'un des objectifs généraux prescrits par l'article 2.1.1 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 274-05. Et le projet répond seulement partiellement aux critères de sécurité et d'efficacité des accès routiers et de la circulation véhiculaire, notamment en raison de la configuration des rues et des cul-de-sac. Considérant que le projet de lotissement fut soumis pour analyse à la firme d'urbanisme APUR et que ceux-ci reconnaissent le caractère incomplet et non conforme de la demande, notamment par l'absence des points suivants, que je nomme, sur les 297 lots proposés, seulement 114 sont conformes. 37 lots ne sont pas conformes et 146 lots manquent d'informations pour analyser leur conformité à la réglementation, notamment en raison de manque de données sur les plans pour en permettre l'analyse. La superficie moyenne des lots n'est pas calculée sur 297 lots pour permettre une réduction de la superficie de 5 000 m² à 4 000 m². Concernant la longueur des cul-de-sac, ceux-ci sont partiellement conformes et certains segments excèdent les limites permises. La configuration actuelle des cul-de-sac pourrait nuire à l'entassement de la neige, tel que requis à l'article 2.1.9 du règlement de lotissement 270-05,
La configuration doit permettre l'entassement de la neige et ainsi faciliter l'entretien de la rue. Considérant que le CCU a procédé à l'analyse de ces demandes et qu'il ne recommande pas qu'elles soient accordées, car elles ne répondent pas aux objectifs prescrits par le règlement sur les PIA et que plusieurs normes de lotissement ne sont pas respectées. Considérant que les mêmes demandes ont aussi été soumises à l'étude au CCE-DDC afin que celui-ci émette aussi ses commentaires et recommandations au Conseil. Considérant que le CCE-DDC fait sienne la définition de l'article 2 de la Loi sur le développement durable qui édicte que le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. Considérant que le CCE-DDC reconnaît expressément que le développement durable est aujourd'hui un enjeu qui préoccupe la société tout entière et que le Conseil doit gérer, planifier avec sagesse la préservation de son environnement, de son paysage, de son eau souterraine, de sa biodiversité et de la qualité de vie des citoyens. Considérant que les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental essentiel dans la protection de l'environnement et de la saine gestion de leur territoire et qu'elles doivent assumer leurs responsabilités dans ce domaine. Considérant que la loi sur le développement durable adoptée en 2006 propose aux administrations publiques, dont les municipalités, de réaliser le virage nécessaire au sein de la société face aux modes de développement non viables, en intégrant davantage la recherche d'un développement durable à tous les niveaux et dans toutes les sphères d'intervention, ainsi que dans leurs politiques, programmes et actions. Article 1. Considérant la volonté du gouvernement du Québec via le sous-objectif 4.1.1 d'appuyer les municipalités afin qu'elles interviennent de manière durable sur leur territoire, en cohérence et en complémentarité avec la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, appuie les efforts des municipalités du Québec pour intégrer la durabilité dans leur planification et intervention territoriale, particulièrement sous les aspects suivants. La planification du territoire afin d'éviter l'étalement urbain, la fragmentation des milieux naturels ou agricoles, l'inclusion des principes de développement durable et de lutte contre les changements climatiques dans les règlements, documents de planification politique et programmes, et la gestion intégrée de l'eau. Considérant que, par sa résolution numéro 2022 MC 302 adoptée le 11 octobre 2022, le Conseil s'est engagé vers une cible municipale de protection des milieux naturels de 51% du territoire de Kentley d'ici 2030. Considérant que le projet proposé se trouve à proximité d'un ravage à serre de Virginie, habitat protégé de la faune ongulée, et que l'impact potentiel n'est pas négligeable, sachant que les aires de ravage se déplacent naturellement et que le projet engendrera un morcellement du massif forestier adjacent. Considérant que le projet proposé se trouve en partie sur le flanc du Mont Lorne, faisant face à la rivière Gatineau, plan d'eau reconnu pour la beauté des paysages tels que spécifiés au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des collines de l'Outaouais, ainsi qu'au plan d'urbanisme de la municipalité. Ce projet perturbera l'intégrité d'un important massif forestier riverain, en plus de dénaturaliser le rivage, augmentant les problématiques de ruissellement et d'apport en nutriments vers la rivière. Considérant que le plan d'urbanisme en vigueur au moment de la demande, règlement numéro 267-05, préconise la consolidation des activités récréotouristiques et la valorisation des attraits qui présentent un potentiel de développement et suggère la mise en valeur des panoramas sur le paysage environnant, rivière de la Gatineau, par l'aménagement de belvédères et percées visuelles conservées. Considérant que le plan d'urbanisme en vigueur au moment de la demande, règlement numéro 267-05, cite les orientations suivantes. Il y en a deux. Le premier, stimuler et consolider la construction résidentielle dans les secteurs prioritaires de développement, notamment circonscrire le développement du secteur résidentiel du Mont-Cascade à son périmètre actuel de manière à le consolider et à intensifier la construction en bordure des rues existantes, tout en protégeant la qualité architecturale du secteur. Et le deuxième, favoriser le développement d'autres activités récréotouristiques, notamment des activités 4 saisons dans le pôle de Mont-Cascade, ainsi que de nouvelles activités agrotouristiques et écotouristiques.
Considérant que le plan d'urbanisme en vigueur au moment de la demande, règlement numéro 267-05, reconnaît que la rivière Gatineau comme un corridor écologique permettant de relier la rive est de la rivière à la rive ouest, laquelle se situe à proximité du parc de la Gatineau. Considérant que le plan d'urbanisme en vigueur, règlement numéro 660-22, localise le projet dans l'aire d'affectation RT1, le dire touristique 1, laquelle affectation est définie comme couvrant des territoires qui sont principalement voués au développement récréotouristique et d'intérêt régional et étant visés par les balises d'aménagement suivantes. Il y en a 4. Donc, 1. Préserver et mettre en valeur les milieux naturels et leur biodiversité. Deuxièmement, encourager des pratiques de développement durable applicables aux projets domiciliaires et ou de villégiature ainsi qu'aux activités récréatives. Troisièmement, voir à mieux connaître le potentiel aquifère et à le protéger. Et quatrièmement, garantir la protection et la valorisation du patrimoine culturel, bâti et naturel. Considérant que le plan d'urbanisme actuellement en vigueur, règlement numéro 660-22, établit les valeurs écologiques des milieux naturels situés à l'intérieur, entre autres, du secteur du Mont-Cascade, et que le secteur visé par le projet proposé est reconnu comme étant principalement constitué de parcelles à haute valeur écologique. Considérant que le plan d'urbanisme actuellement en vigueur, règlement numéro 660-22, cible l'opportunité de mettre à profit les composantes paysagères distinctes via un programme de mise en valeur du patrimoine naturel de haute valeur écologique pouvant rééquilibrer la place que devrait prendre la protection et la conservation de l'environnement naturel dans l'aménagement du territoire, notamment de certains secteurs aux abords de la rivière Gatineau. Considérant que le plan d'urbanisme actuellement en vigueur est établi comme objectif, il y en a 4, premièrement, d'assurer la connectivité et la conservation des corridors écologiques ainsi que des parcelles à valeur écologique. Deuxièmement, de poursuivre le développement de l'aire récréotouristique du Mont-Cascade et des aires touristiques projetées. Troisièmement, de prioriser le développement des secteurs résidentiels à l'intérieur du périmètre urbain dans l'optique de rentabiliser les équipements et infrastructures publiques. Et quatrièmement, de limiter l'étalement urbain en consolidant les secteurs commerciaux et résidentiels existants afin de rentabiliser les infrastructures et investissements. Considérant que ce nouveau plan d'urbanisme s'inscrit dans un objectif bien précis d'assurer la meilleure qualité de vie à ses citoyens, en maintenant un environnement naturel propice à l'épanouissement de l'humain, de la biodiversité et en assurant une vie communautaire et un aménagement durable. Considérant que le phénomène de l'étalement urbain constitue une menace réelle au développement durable des communautés, notamment en raison des services accrus qu'il impose aux finances publiques, mais aussi à la cohésion de l'urbanisation. Considérant que le plan d'urbanisme est le document de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique de Kentley tout en présentant une vision d'ensemble de l'aménagement durable de son territoire et que le plan d'urbanisme constitue le document officiel le plus important de Kentley en matière de planification, l'aménagement durable de son territoire. Il contient les politiques d'urbanisme arrêtées par le Conseil qui guideront sa prise de décision dans le futur. Considérant que le CCA-DDC à la... Je suis correct? J'achète. Considérant que le CCA-DDC, à la suite de sa rencontre du 17 février 2026, recommande au Conseil de ne pas approuver la demande de PIA et de lotissement du projet Nature 360 en s'appuyant sur les 19 considérations précédentes. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des collines de l'Outaouais prescrit que les milieux urbanisés soient d'abord consolidés avant de concevoir l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, et ce, afin de mieux contrôler l'expansion urbaine dans une perspective de développement durable. Considérant que la municipalité de Kentley a intégré cette mesure dans sa réglementation d'urbanisme au terme d'un exercice de concordance, afin d'assurer la mise en œuvre des politiques contenues au schéma d'aménagement. Considérant le régime d'exception dans lequel les demandes relatives au projet Nature 360 ont été déposées à l'origine, ce qui ne permet de considérer que les demandes complètes et conformes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de permettre des modifications à un projet jugé non conforme sur de nombreux éléments, tant qualitatifs que normatifs. Considérant que le Conseil n'entend pas permettre l'ouverture
de nouvelles rues à l'extérieur des périmètres d'urbanisation et qu'il entend plutôt favoriser une planification raisonnée du territoire au bénéfice du périmètre d'urbanisation décrit au schéma d'aménagement et de développement de la MRC et de son propre plan d'urbanisme. En conséquence, il est proposé par le conseiller M. Alexandre Kahn, appuyé par le conseiller M. Jean-Baptiste Michon. Je reprends. Il est résolu que, suivant l'analyse par la firme d'urbanisme APUR, du CCU et du CCEDDC et de sa propre analyse, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, qu'il soit confirmé que le projet de lotissement déposé par Rivière-Montcascade Inc., Nature 360, le 7 février 2022, rejeté par la résolution numéro 2023 MC 019 du 11 avril 2023, puis modifié par la suite, donnant ici la version numéro 11, datée du 18 août 2025, soit considérée non complet et non conforme, et qu'elle soit donc rejetée en conséquence, notamment pour les motifs suivants. Donc là, je les reprends, là. Il y en a 4 grands motifs. Donc, sur les 297 lots proposés, seulement 114 sont conformes. 37 lots ne sont pas conformes et 146 lots manquent d'informations pour analyser leur conformité à la réglementation en raison de manque de données sur les plans et que les informations disponibles indiquent la création de nombreux lots non conformes. C'est le premier. Deuxième, la superficie moyenne des lots n'est pas calculée sur 297 lots pour permettre une réduction de la superficie de 5 000 m² à 4 000 m². Troisième, concernant la longueur des cul-de-sac, ceux-ci sont partiellement conformes et certains segments excèdent les limites permises. Le quatrième, la configuration actuelle des cul-de-sac pourrait nuire à l'entassement de la neige tel que requis par l'article 2.1.9 du règlement de lotissement 270-05. La configuration doit permettre l'entassement de la neige et ainsi faciliter l'entretien de la rue. Qu'il soit confirmé que la demande de PIA d'ouverture de rue déposée le 7 février 2022, puis modifiée par la suite, est non recommandée par le CCU en raison de sa non-conformité et du caractère incomplet, comme la résolution numéro 2021 MC 247 le constatait notamment pour les motifs suivants. Donc ici, on parle du PIA. Donc, manque d'informations techniques. Certains éléments requis pour l'analyse, superficie moyenne des lots, configuration des sentiers d'urgence, gestion de la neige, servitude, etc., ne sont pas précisés ou sont partiellement documentés. Plan de référence incomplet ou à réviser. Donc, le plan daté du 18 août 2025, bien qu'utilisé comme base d'analyse, comporte des tracés de rue non conformes qui devront être modifiés, ce qui affecte la validité de l'analyse du PIA. La configuration des rues et des cul-de-sac limite l'optimisation des déplacements automobiles, ce qui ne respecte pas l'un des objectifs généraux prescrits par l'article 2.1.1 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 274-05. Le projet répond seulement partiellement aux critères de sécurité et d'efficacité des accès routiers de la circulation véhiculaire, notamment en raison de la configuration des rues et des cul-de-sac. Il compromet la réalisation des objectifs du schéma de la MRC et du plan d'urbanisme en matière de contrôle de l'urbanisation et de gestion du territoire dans une perspective de développement durable. Qu'aucune nouvelle demande de modification ou de bonification de ce projet ne soit acceptée pour étude par la municipalité, que le Conseil n'approuve pas un projet d'ouverture de rue à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, que le Conseil refuse le projet et met un terme à l'étude de ce projet de développement. Je peux demander le vote? Le vote est demandé. Je vais commencer par vous, M. Kahn. Êtes-vous pour ou contre? Avant de voter, là, juste pour clarifier, parce que je suis un petit peu confus, si je suis contre le projet, est-ce que je vote oui ou est-ce que je vote non? La résolution qui a été écrite, donc ça veut dire qu'elle est refusée. OK, je vote pour. M. Michon?
j'aimerais spécifier que cette résolution-là fait seulement allusion à Nature 360, donc c'est seulement un des projets. Cette résolution-là, elle respecte le cadre légal, elle respecte aussi l'orientation originale du Conseil qui avait été prise en 2021, telle que définie dans la résolution. Donc moi, selon moi, tout a été fait dans les règles de l'art. Et puis, je vote. Pour. Madame Sioui? Je vote pour la résolution. Madame Messier? Pour. Madame Lorrain? Pour également. Madame la mairesse, est-ce que vous voulez voter ou pas? Oui, je vais voter, je vote pour. Donc, 7 sur 7. Unanime. Certes, au cours des derniers mois, le projet Nature 360 a suscité plusieurs discussions au sein de la communauté. Durant la campagne électorale et après celle-ci, plusieurs personnes ont exprimé des préoccupations sur les impacts potentiels du projet, notamment sur la protection de nos forêts et l'avenir du Mont-Lorme, mais aussi sur nos infrastructures et sur notre qualité de vie. Cela dit, le conseil municipal avait la responsabilité d'examiner rigoureusement ce dossier pour déterminer si le projet tel que déposé respectait les exigences réglementaires en vigueur. Comme mentionné tantôt, pour soutenir l'analyse municipale, je le répète, la municipalité a fait appel à la firme Apple. Le projet a également été étudié par le service d'urbanisme et de l'environnement, par le comité consultatif d'urbanisme, par le comité consultatif sur l'environnement et le développement durable de Kentley. Ceux-ci étaient tous unanimes. Le projet était incomplet et non conforme. Sur le plan juridique, plusieurs avis distincts, ceux obtenus par la municipalité et un avis provenant d'un regroupement citoyen, ont aussi été examinés par le conseil municipal. Alors, à la lumière des informations recueillies, avis techniques par la firme Apple, du service de l'urbanisme de l'environnement, les recommandations des comités puis les avis juridiques, le conseil municipal conclut que le projet ne répond pas aux exigences requises et qu'il est de ce fait non recevable. Conformément aux dispositions réglementaires, cette situation met donc fin au processus d'analyse. Il est important de souligner que cette décision ne constitue pas un refus général du développement sur le territoire. Chaque projet demeure évalué selon les procédures établies en fonction des règles d'application et des informations disponibles au moment de son analyse. Le conseil municipal maintient son engagement envers une gestion responsable du territoire, un développement durable harmonisé avec les orientations en vigueur et un processus décisionnel fondé sur la transparence et la rigueur. Alors, je souhaite enfin remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au débat public. Vos interventions ont enrichi la réflexion collective et démontrent l'importance que vous accordez à notre milieu de vie. Merci tout le monde. Merci. Ça nous amène au point 6, greffe, donc 6.1, mandat à la firme RPGL à des fins de représentation pour des dossiers relevant du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé par M. Jean-Baptiste Michon, appuyé par la conseillère Mégane Messier. Cette résolution-là, on est en train de faire un peu un ménage au niveau de l'urbanisme avec tout le travail qu'il y a eu dans les dernières années. On a des dossiers qui sont en suspens. Là, les 3 dossiers-là sont des dossiers où il y a une collaboration entre les citoyens et les départements d'urbanisme. Ils ont demandé l'aide d'une firme pour aller de l'avant avec la résolution de ces dossiers-là. C'est le but de cette résolution. Donc, c'était adopté à l'unanimité. Merci.
6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 762-26, modifiant le règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Kentley. Il est proposé par la conseillère Megan Massé du district 1 des Monts. Par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du conseil, le règlement numéro 762-26, modifiant le règlement 562-18 relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Kentley, dépose le projet de règlement intitulé Règlement 762-26, modifiant le règlement numéro 562-18 relativement à la gestion contractuelle de la municipalité de Kentley. Merci beaucoup. 6.3, ouverture du registre pour services de support informatique, contrat numéro 2026-09. Avant d'aller plus loin, je déclare personnellement un genre de conflit d'intérêts. Mon fils travaille pour une des firmes qui a été retenue, qui est Micro-Larron. Je n'ai pas actionnaire, juste un travailleur. Merci. Vous pouvez vous retirer. Je peux me mettre. Il est proposé par M. Hack, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Juste pour expliquer, dans le fond, il y a 3 fournisseurs de services de support. Donc, si jamais il y a des besoins de support informatique, ils peuvent choisir entre les 3, idéalement le moins cher. Mais si jamais le service n'est pas adéquat, ils peuvent aller avec un autre fournisseur qui va donner les services en besoin. Merci beaucoup pour les précisions. Ça nous amène aux ressources humaines. 7.1, nomination de Mélanie Bureau à titre de chef de service aux loisirs et à la culture. Il est proposé par Je propose. Megan Massé, appuyé par M. Hack. Adopté à l'unanimité. 7.2, nomination de Mme Mélanie Paquette à titre de responsable de la planification du territoire du développement durable au service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé par il est proposé à la conseillère Mme Megan Massé, appuyé par le conseiller M. Mathieu Hack. Adopté à l'unanimité. 7.3, nomination de Mme Julie Deschambault à titre de technicienne au développement économique. Développement durable. Au développement durable et au lotissement. Oui, ok, désolé, il y a une petite erreur dans ma copie. Donc, on va enlever le terme développement économique du titre. Ça va être seulement technicienne au développement durable et au lotissement parce que le développement économique doit s'inscrire dans le cadre de développement durable de toute façon. Donc, on simplifie cela. Il est proposé par Isabelle Saint-Louis, appuyé par Megan Massé. Adopté à l'unanimité. 7.4, création. Je veux juste faire un commentaire à propos des résolutions d'embauche ou de nomination. Le conseil se doit d'entériner les embauches et nominations, mais je pense que, je parle de mon opinion personnelle ici, que le rôle du conseil n'est pas vraiment d'intervenir dans les décisions d'embauche individuelles, mais d'assurer que l'administration en général est compétente et fait un travail de rigueur. Je pense que c'est essentiel de laisser le directeur général toute la latitude pour bâtir son équipe de façon solide et de la façon que lui pense c'est important pour sa fonction de travail. Donc, commencer à lui poser des questions pour qu'on embauche cette personne. Je veux voir les CV, comment étaient les entrevues. Vraiment pas approprié de mon côté. Bien sûr, s'il y a des problèmes avec l'administration en général, puis des nouvelles personnes sont tout croche, et après ça, c'est le rôle du conseil de faire un suivi avec un directeur général, mais pas de faire du micromanagement. Donc, je voulais juste tenir à préciser que le conseil, on passe ça. Et bien sûr, s'il veut nos conseils, on est là pour les donner. Même d'ailleurs, il nous a demandé notre avis sur quelques aspects des embauches, mais c'est vraiment juste une question de formalité, plus que d'autres choses. Merci beaucoup.
Je continue avec 7.4, création d'un poste d'inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme et de l'environnement et autorisation d'embauche de M. Maxime Charbonneau. Il est proposé par la conseillère Mme Frédérique Lorrain, appuyé par le conseiller M. Jean-Baptiste Michon. Adopté à l'unanimité. 7.5, création d'un poste d'aide aux archives au service du greffe et autorisation d'embauche de M. Philippe Damour. Il est proposé par la conseillère Mme Mégane Messy, appuyé par la conseillère Mme Isabelle Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes ces nouvelles personnes dans nos différentes équipes. Bien heureuse de faire votre connaissance prochainement. 7.6, point d'information, tableau des embauches et mouvements de main-d'œuvre et mise à jour de l'organigramme. C'est juste un dépôt. Merci. On passe aux finances. 8.1, adoption des comptes payés au 3 mars 2026. Il est proposé par Mathieu Hack, appuyé par M. Alexandre Kahn. Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 4 mars 2026. Proposé par Mathieu Hack, appuyé par Mme Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. 8.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achats en commun d'assurance, protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Proposé par M. Kahn, appuyé par Mme Messy. Adopté à l'unanimité. Donc, juste pour donner un peu plus de contexte ici, ça c'est des assurances que la municipalité avait auparavant. En 2025-2026, le prix que la municipalité a déboursé était de 4 604 $. On était avec l'assureur BFL. Donc, le but ici, c'est de se regrouper avec d'autres municipalités dans l'UMQ pour avoir un meilleur prix et de sauver de l'argent contribuable. Une petite question. On ne peut pas voir qu'est-ce que vous lisez au tableau. Ça ne fonctionne pas. Il y a un problème technique avec un ordinateur, fait que non, on ne l'a pas au tableau. On s'est assuré que l'information soit diffusée par contre sur Facebook. Alors, désolé pour les petits problèmes techniques, ça arrive malheureusement occasionnellement. 8.4, adoption du règlement numéro 761-26, modifiant le règlement numéro 757-26, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Il est proposé par M. Kahn, appuyé par M. Michon. Adopté à l'unanimité. Oui, donc ça c'était l'adoption du règlement dont on avait passé l'avis de motion à la dernière séance. La modification, c'est de permettre le paiement de taxes de mutation en 3 versements à la place de seulement un versement comme ça l'était auparavant. Donc, pour donner un petit peu plus de flexibilité à ceux qui achètent une nouvelle maison à Québec. Merci beaucoup pour les précisions. 8.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 763-26, modifiant le règlement numéro 757-26, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Alors, je propose, Isabelle Saint-Louis, par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 763-26, modifiant le règlement numéro 757-26, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 763-26, modifiant le règlement numéro 757-26, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2026. Donc, juste pour expliquer la motion ici, c'est un ajustement à la tarification pour certains services des loisirs, notamment le tarif pour les camps de jour et le service de garde. Le prix était demeuré le même depuis 2024. Donc, si on parle pour le prix par enfant pour un résident ou une résidente de Cantley, était de 150 $ la semaine pour les camps de jour. Et là, on fait une augmentation de 3%. Donc, ça va maintenant être 154,50 $. Et le service de garde,
On était avant un tarif de 50 $, et on monte à 51,50 $. Donc, c'est une augmentation de 3 largement en dessous du taux d'inflation si on met ça sur 2 ans depuis la dernière augmentation. Donc, ça. Merci beaucoup. 8.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 764-26, décrétant des dépenses en immobilisation de travaux de voirie et un emprunt de 3 135 000 $. Megan Massé, conseillère district numéro 1, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement 764-26, décrétant des dépenses en immobilisation de travaux de voirie et un emprunt de 3 135 000 $. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement 764-26, décrétant une dépense en immobilisation de travaux de voirie et un emprunt de 3 135 000 $. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter des précisions? Tu l'expliquer ou? Ben, j'allais l'expliquer, mais c'était un petit peu la question Ouais. de M. Durand là, et M. Parent l'a expliqué avant. Donc, juste pour réitérer, oui, c'est un emprunt de un petit peu plus de 3 millions de $, mais la grande majorité de cette somme est subventionnée et on va se faire rembourser au fur et à mesure. Donc, on parle ici de la réfection du chemin Vigneault, travaux de stabilisation sur la rue du Talus, sur la rue d'Orion, les travaux sur la rue Oslo, chemin Holmes, Traversier, Claude Lauzon et la rue Bouchette. Merci beaucoup pour les nouvelles précisions. On s'amène à 8.7, nomination de M. Sébastien Quetch, désolé si je prononce pas bien le nom, à titre de membre citoyen au sein du Comité consultatif des finances, le CCF. Il est proposé par Mme Frédérique Lorrain, appuyé par Mme Isabelle Saint-Louis. Adopté à l'unanimité. Donc, très heureuse que notre comité consultatif des finances composé de membres citoyens soit complet. Donc, on a 4 membres citoyens. On se rencontre pour la première fois la semaine prochaine. Donc, j'ai bien hâte de commencer. Merci. Merci beaucoup. Alors, bienvenue dans la nouvelle équipe. 8.8, dépôt du rapport financier consolidé de la municipalité de Cantley, année 2024. On l'a. Il est proposé par Megan Massé, appuyé par M. Michon. Adopté à l'unanimité. 8.9, dépôt du rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier consolidé de la municipalité de Cantley et du rapport de l'auditeur indépendant année 2024. OK, bon. C'est beau, je vais le lire. Là, je suis vraiment désolée, je vous fais encore la lecture. Puis en plus, il n'y a rien à l'écran, donc c'est ça. Bon, on le connaît. Donc, fait saillant du rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant, année financière, oui, je le rappelle, c'est vraiment 2024, on ne s'est pas trompé. En tant que mairesse de la municipalité de Cantley et conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, j'ai le devoir de vous faire rapport sur la situation financière de la municipalité pour son exercice financier terminé le 31 décembre 2024. Je me dois, entre autres, de vous faire part des faits saillants des derniers états financiers consolidés et du rapport du vérificateur externe à leur égard. J'ai également inclus dans le présent document un sommaire des principales acquisitions d'immobilisation effectuées en 2024. Finalement, je fais état de la rémunération et de l'allocation annuelle des membres du conseil municipal pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024. Donc, premièrement, rapport de l'auditeur indépendant 2024. Plus tôt ce soir, est tel que requis en vertu de l'article 176.1 du Code municipal du Québec, M. Stéphane Parent, directeur général et greffier trésorier, a déposé aux membres du conseil municipal le rapport financier consolidé, le rapport de l'auditeur indépendant pour l'année 2024. Ce rapport financier consolidé fut dressé par M. Parent et vérifié par les auditeurs indépendants de chez Mallette SENCRL. Ces derniers ont émis, en date du 16 mars 2026, une opinion sans réserve sur les états financiers consolidés de la municipalité.
Le rapport fait état, entre autres, de la responsabilité de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers, la responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des 10 États et leur opinion sur ces États. Le paragraphe d'opinion des auditeurs pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024 sur les états financiers consolidés va donc comme suit. Alors, je cite. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Maintenant, les faits saillants du rapport financier consolidé de 2024. Au niveau des résultats, les revenus se sont élevés à 25 705 000, dont 1 233 000 en revenus d'investissement, alors que les charges se sont chiffrées à 25 777 000, incluant l'amortissement des immobilisations d'un montant de 4 069 000. Par conséquent, l'année financière 2024 s'est soldée par un déficit comptable de 72 320 $. Maintenant, les revenus de 2024, total de 25 705 000. Grâce à la hausse du taux de taxation de base des citoyens et citoyennes de Kentley de 2,9 en 2024, les revenus émanant de ces taxes foncières ont augmenté de près de 1 200 000 par rapport à 2023 pour se situer à 18 529 000 en 2024. Cette hausse des revenus est principalement attribuable aux nouvelles constructions domiciliaires et commerciales sur le territoire de Kentley, ainsi qu'à la hausse du taux de taxation de base. Les revenus de fonctionnement de 2024 incluant entre autres des subventions d'un montant de 215 000 $ reçus dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles et de 487 000 $ en guise de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. La quasi-totalité des revenus d'investissement de l'exercice 2024 d'un montant de 1 233 000 provient de deux principales sources, soit 1 068 000 de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la fameuse TEC 2019-2024, et un généreux don de terrain d'une citoyenne d'un montant de 140 100 $. Un petit mot sur les charges de 2023, total 25 777 000. Donc, les charges totales ont augmenté de près de 5,35 % par rapport à 2023, soit une hausse d'un peu plus de 1 309 000 pour 2024. Donc, total des dépenses en 2023, c'était 24 468 000, puis en 2025, ça a monté à 25 777 000. On arrondit. Les principales augmentations au niveau des dépenses en biens et services sont dues notamment à la hausse du coût du déneigement et à la hausse des coûts de la collecte des déchets, recyclage et compostage, sans oublier la hausse générale des prix. Au niveau de l'augmentation des codes-parts, uniquement le service de police de la MRC a augmenté de 139 000 en 2024 pour s'établir à près de 3 256 000. Ça équivaut à 12,6 % des dépenses totales. Un mot sur l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2024. Pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2024, on a dégagé un léger déficit de fonctionnement à des fins fiscales de 17 600 $ au niveau de l'administration municipale. Le cumulatif non consolidé est toutefois toujours positif. C'est une bonne nouvelle. Pour une seconde année consécutive et se situe à 122 889 $ au 31 décembre 2024. Bien entendu, on continue avec l'administration générale à gérer les finances municipales de façon rigoureuse. Principale acquisition d'immobilisation pour 2024. Comme pour le passé, les investissements en infrastructures municipales ont été nombreux en 2024. Voici donc les principaux travaux et acquisitions qui ont été réalisés au cours du dernier exercice financier quant aux immobilisations. On parle ici d'acquisition totale de 5 676 902 $. Donc, il y a, entre autres, les travaux de réfection et pavage de rue, on est à plus de 4 millions.
Véhicules et divers équipements destinés au service des incendies et premiers répondants, 555 000. Véhicules et divers équipements destinés au service des travaux publics, on est à près de 400 000. Et terrain sur la montée Saint-Amour, dont d'une citoyenne, 140 100 $. Donc, merci beaucoup pour ce don. Rémunération et allocation annuelle des membres du conseil municipal. L'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit une mention dans le rapport financier annuel de la rémunération et de l'allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal. Ces informations sont également reproduites ci-dessous, mais là, vous ne l'avez pas. Notez que ces données excluent les charges sociales. Donc, oui, je les nomme. Le total. OK. Donc, là, on se rappelle, on est en 2024. Donc, à ce moment-là, c'était M. Gomez le maire. Donc, le total, 108 112 $. Moi, qui étais conseillère du district 1, 33 493 $. M. Bosco, conseiller du district 2, 31 598 $. M. Normandin, qui était le conseiller du district 3, 31 997 $. Madame Plamondon, qui était conseillère du district 4, 31 663 $. Monsieur Lalonde, qui était conseiller du district 5, 33 163 $. Et Monsieur de Bellefeuille, qui était conseiller du district 6, 30 933 $. Alors, la rémunération municipale inclut le salaire brut, les jetons de présence aux comités municipaux qu'on n'a plus en ce moment, et la prime de maire suppléant s'il y a lieu. Merci tout le monde. OK. Ça nous amène aux travaux publics. Non, pas vrai. Dépôt officiel. Oui, dépôt officiel. Faut que je lise encore. Je retourne en arrière. OK, donc 8.9, dépôt du rapport de la mairesse quant aux faits saillants du rapport financier consolidé de la municipalité de Quintley et du rapport de l'auditeur indépendant année 2024. Il est proposé par Mathieu Hack, appuyé par Isabelle Séguin. Adopté à l'unanimité. Si vous me permettez, on a reçu les états financiers officiellement hier après-midi. Donc, on les a soumis au conseil municipal immédiatement parce qu'on les a reçus hier. Donc, c'était déposé ce soir. Ils seront revisés par le conseil nécessaire. Mais je peux vous assurer que la vérification 2025 va commencer dès la semaine prochaine. Puis on a demandé à la MRC d'avoir l'information plus rapidement. Cette année passée, vous vous souvenez, la MRC on a reçu de l'information seulement qu'en novembre 2025 pour les états financiers 2024. Donc, c'était ça le retard qu'on a eu principalement. C'était ça. On a des états financiers consolidés. Merci beaucoup. 9.1, adjudication d'un contrat pour le traçage des lignes de rue, contrat numéro 2026-03. Il est proposé par M. Hack, appuyé par le conseiller M. Michon. Moi, je vais demander le vote, s'il vous plaît. On va commencer par M. Michon. Regardez juste un instant. M. Michon, pour ou contre? Pour le traçage de ligne, moi je vote pour. Ça a déjà été coupé de façon significative. Ce qui nous reste comme traçage de ligne à Quintley, c'est le minimum d'un point de vue sécurité. Donc, parfait. M. Hack. Pour les mêmes raisons que M. Michon, on fait le strict minimum de la sécurité. Madame Séry. Pour aussi. Madame Messi. Pour. Madame Lorraine. Je vote pour également. Monsieur Kahn. Moi, je vais voter contre. Absolument rien contre mes collègues qui ont voté pour. Mais quand on a
a mis de l'argent dans le budget pendant notre discussion au mois de décembre pour le traçage des lignes. J'avais soulevé ce point, demandé si c'était vraiment nécessaire de dépenser, je veux dire, tellement d'argent. Je pense qu'on avait mis comme 40 000 dans le budget, grosso modo. Là, la soumission, c'est 32 000. Et on m'a dit qu'on avait coupé de beaucoup dans le passé, et là, c'est vraiment juste le strict minimum. D'accord, sécurité, c'est important. Quand la résolution nous a été présentée, j'ai demandé de voir une liste de rues où on va tracer les lignes. Et en mon opinion, on n'est pas au strict minimum. Je suis extrêmement inquiet des coûts et des dépenses que nos infrastructures routières amènent à la municipalité. Je pense qu'on devrait vraiment en faire plus. Je ne dis pas que je compte tout le traçage des lignes. Il y en a que c'est absolument logique. Montée-Saint-Amour, Sainte-Élisabeth, Chamonix, du sens. Des tracés de lignes pour les accotements de pistes cyclables, ça c'est logique. Mais je pense qu'on a quand même un bon nombre de rues où on doit se demander est-ce vraiment nécessaire, surtout dans un contexte où en 4-6 mois par année, on ne les voit même pas les lignes parce qu'on va couvert de glace ou de neige. Je pense qu'on pourrait en faire plus. Mes collègues du conseil sont d'accord qu'on peut peut-être en faire plus, étant donné que les contrats ont déjà été soumis, ou l'appel d'offres a déjà été soumis, ce serait extrêmement compliqué de retourner en arrière. Et surtout, le prix changerait, peut-être que les économies ne seront même pas aussi avantageuses. Mais je pense par question de principe, moi je vais voter contre. Merci. Madame la mairesse. Je vais voter pour, mais j'apprécie énormément l'intervention de M. Kahn. Je pense qu'on se doit d'analyser de nouveau la situation pour voir si on pourrait couper davantage. Donc, ça va faire partie de nos exercices à faire au cours de l'année. Donc, 6 sur 7 adopté à majorité. Merci beaucoup. Ça nous amène à 9.2, adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de ponceaux, contrat numéro 2026-04. Bien proposé par Mme Messi, appuyé par Mme Lorrain. Adopté à l'unanimité. 9.3, ouverture des registres pour les fournisseurs de granulats, contrat numéro 2026-05. Proposé par M. Michon, appuyé par Mme Messi. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène au loisir, culture et parc. 10.1, octroi de soutien financier aux organismes reconnus de la municipalité de Kentley, année 2026. Bien proposé par Mme Frédérique Lorrain, appuyé par Mme Mégane Messi. Puis là, on va les lire, si vous me permettez. Il est résolu que le Conseil accorde une aide financière pour la somme de 15 000 $ pour l'année 2026 aux organismes suivants, à savoir l'Association de l'art d'ordinateur, 5 500 $, Kentley, 1 889, 2 650 $, Carrefour des Collines, 500 $, Conservation Kentley, 550 $, la Maison des Collines, 2 000 $, le Grenier des Collines, 1 200 $, les Archives Kentley, 400 $, le Petit Café de Kentley, 1 100 $, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Kentley, 1 100 $. Je voudrais juste faire un petit correctif, si vous me Qu'est-ce que j'ai dit? ce n'est pas association hors de l'ordinateur. Ben, j'ai dit ordinateur ou j'ai dit. Ben, c'est parce que c'est ça qui est marqué. Faut jouer à la C'est bon. Oui, je voudrais juste ajouter un petit mot là-dessus. Au nom de. Je pense que je peux parler au nom de tout le monde. Là, ça n'a vraiment pas été un exercice facile. Je dirais même légèrement désagréable d'octroyer 15 000 $ à des organismes qui mériteraient 15 000 $ chacun. On s'entend? Tous ces organismes-là ajoutent une plus-value à notre communauté, viennent ajouter un service ou des activités que la municipalité offre pas ou en complémentarité à ce que la municipalité offre. Donc, c'est vraiment pas évident de diviser 15 000 $ à ce groupe-là. On avait pour au-dessus de 30, si je ne me trompe pas, 37 000 $ de demandes. Donc, vous comprendrez qu'on n'avait même pas la moitié de ce qui est demandé. Il fut une époque où on avait au-dessus de 75 000 à octroyer à nos organismes. Malheureusement, la situation financière de la municipalité ne nous permet pas. Ceci dit, je vais
travailler avec le comité finance. Ça tombe bien, je porte le dossier finance et loisirs. Donc, je vais travailler avec le comité finance pour pouvoir en donner plus aux loisirs. À nos organismes, en fait. Donc, pas que pour ça, mais ce sera définitivement un de mes objectifs. Donc, voilà, je voulais souligner ce soir le travail de ces organismes-là qui, je dis souvent, parce que je viens du milieu communautaire, je dis souvent qu'on pèse des montagnes avec une cuillère en plastique, donc, puis qui font des très beaux châteaux de sable avec leur cuillère en plastique. Donc, je leur lève mon chapeau parce qu'ils font des petits miracles avec très peu. Et puis, ben, j'espère que les années à suivre, on aura plus de moyens. Autrement, ben, c'est ce qu'on peut vous donner pour le moment. Merci beaucoup. Puis juste un petit ajout, on analyse aussi les besoins des organismes quand on est capable d'offrir peut-être pas le montant désiré, mais qu'on peut compenser avec une aide terrain, des fois pour, je pense à Quintet à Cheval par exemple, pour les aider à installer un ponceau ou aménager, faire des aménagements dans le parc équestre par exemple. Donc on est capable d'offrir ça. Ça nous fait plaisir, ça fait partie là, des relations qu'on établit avec les organismes reconnus à Quintet. Voilà. Donc, ça nous amène à la deuxième période de questions. Alors, j'invite les gens à venir poser vos questions. Vas-y. Je vous demanderai juste quand même de vous nommer de nouveau. Julien Lesson. Là, du fait que c'est refusé, je peux poser quelques questions. Oui, je ne peux pas nécessairement répondre à toutes, mais du mieux possible. Ça marche. Tantôt, je mentionnais, tu sais, ce que vous avez annoncé en campagne électorale, c'était de la transparence, de la collaboration. M. Villeneuve en a parlé aussi. La période entre novembre et aujourd'hui, moi, ma compréhension, c'est qu'on aurait eu des rencontres, on aurait parlé d'un projet comme ça, justement, pour en discuter, puis il y avait certains points. Ça n'a pas eu lieu. Moi, c'était là où est-ce que je pensais qu'il y aurait de la transparence. Là, on n'a rien entendu parler jusqu'à la semaine passée où est-ce que bon, c'est un refus catégorique, sans appel. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais pour des projets conformes, c'est sûr qu'il y a tout un autre travail à faire. Donc, tu parlais de négociation tantôt, donc c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer plus facilement dans un projet où il y a des aspects discrétionnaires, puis qu'on peut travailler ensemble, élus, administration, promoteurs, entrepreneurs, citoyens, tout le monde ensemble pour voir dans le fond comment on le voit ce projet-là, puis comment est-ce qu'on peut le mener à bien. Là, je reviens au fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on a strictement suivi une démarche administrative pour voir étape préalable. Est-ce que le projet est conforme? Est-ce que ça nous permet d'aller de l'avant avec ce projet-là? La porte s'est fermée parce qu'il est non complet et non conforme. Tout simplement. Donc, on a des obligations légales aussi à respecter à travers ça. On doit respecter nos propres règlements, puis on doit respecter le cadre juridique. Il faut comprendre aussi, je pense que c'est M. Villeneuve qui a posé la question tantôt, pourquoi pas négocier, ça pourrait coûter cher, on est exposé à des poursuites. Mais il faut savoir aussi qu'on est exposé à des poursuites si on avait accepté le projet. On a eu une mise en demeure d'un regroupement citoyen si on acceptait ce projet-là, en raison des impacts potentiels négatifs sur le plan économique, social et environnemental du projet. Donc, on n'est pas à risque zéro d'une part ou de l'autre. En d'autres mots, on s'en sortira peut-être pas à ce niveau-là, mais on va faire du mieux possible pour être rigoureux, pour être respectueux, pour s'assurer de s'en aller dans un aliment de développement durable réel, en respectant justement le cadre juridique, puis en respectant aussi les avis techniques qu'on a eus de professionnels. OK. Puis vous parlez justement de conformité. Avez-vous permis aux développeurs d'atteindre la conformité? Juste un petit instant. Donc, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le oui, pardon. On était rendu à la 11e version du projet qui a été analysée. Okay. Il y a eu un dépôt et une analyse qui a été faite en 2023. À ce moment-là, le projet était non complet et non conforme. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu recommandation de rejeter le projet à ce moment-là par le service d'urbanisme puis les 2 comités consultatifs. Donc, le conseil n'a pas accepté le projet. Mais à ce moment-là, le conseil a quand même décidé, pour des raisons, a décidé de permettre qu'il y ait des correctifs qui soient faits, mais sous des conditions très, très strictes. Ces conditions-là n'ont pas été respectées.
Donc, on était dans un régime d'exception. On se doit de mettre fin au processus. OK. Puis dans la résolution, vous appuyez justement sur la conformité. La conformité est aussi définie dans la résolution 2021, la LC 247. Pourquoi que ça n'a pas été réitéré justement dans la résolution? Si la conformité a été réitérée, Bien, la notion de projet conforme est définie dans cette résolution-là qui dit le Conseil. Pourquoi que ça n'a pas été réadressé dans ce que vous avez voté aujourd'hui? ben c'est parce que c'est un régime d'exception. Je veux dire, l'ouverture de nouvelles rues va à l'encontre des orientations gouvernementales. Et les orientations gouvernementales en aménagement du territoire va à l'encontre du schéma d'aménagement, va à l'encontre de notre plan d'urbanisme, va à l'encontre de nos règlements. Donc, à l'époque, le Conseil avait donné ces privilèges-là si le projet était justement complet et conforme. On s'est rendu compte qu'il ne l'était pas. On a laissé le retravailler sur certaines conditions strictes. Il ne l'est toujours pas. Donc, là, il faut respecter nos règlements, il faut respecter la loi, puis il faut y mettre fin. C'est ce qui se passe. Puis là, nécessairement, ça va, ce que vous faites en ce moment, ça va instaurer un conflit, on ne se le cachera pas. Puis je parlais tantôt justement de la finance municipale. Je suis très inquiet, moi, par rapport à la finance municipale dans les prochaines années. Puis là, je sens qu'il n'y a aucune planification à ce niveau-là. Dans la notion de développement durable, vous l'avez mentionné tantôt, il y a un volet économique aussi là-dedans. Il n'y a pas juste du négatif, il y a du positif. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme analyse financière à ce niveau-là? C'est quoi les projections pour les frais juridiques dans les peut-être 7 projets qui s'en viennent dans la même lignée, là, on ne se le cachera pas. C'est quoi l'impact, les dommages potentiels, les expertises, tout ça, qu'est-ce que ça va nous coûter les contribuables? Il faut comprendre que des projets d'étalement urbain, c'est plus l'orientation qui vient du gouvernement, des MRC, etc., en raison, entre autres, des impacts négatifs sur les finances des municipalités. On ne doit plus faire ce type de développement-là parce que ce n'est pas viable. Dans cette perspective-là, on essaie d'être responsable pour le bien-être de notre communauté. Donc, oui, possiblement qu'il va y avoir, si on est poursuivi en justice, c'est sûr qu'il va y avoir des frais, mais en même temps, c'est sûr qu'il va y avoir des retombées négatives aussi si on continue à faire d'étalement urbain sur nos finances. Donc, les analyses pourront être approfondies en temps et lieu s'il y a lieu d'en faire, mais pour le moment, on se doit d'être responsable et rigoureux dans notre démarche suite à des analyses qui ont déjà été faites sur le plan du type de développement. OK. Vous avez donné la jurisprudence de Mont-Saint-Hilaire en janvier. Est-ce que vous l'avez consulté? On en a parlé brièvement, OK. mais j'élaborerai pas. Monsieur Lessard, je l'ai lu. Parfait, parce qu'au final, tout ça est arrivé, la municipalité a payé, puis les projets ils ont eu quand même. Fait que moi, c'est là aussi qu'il y a une notion de gestion de risque et d'analyse financière. Je pense que c'est important d'informer la population combien ça va nous coûter. Là, vous ne nous répondez pas. Mais c'est parce que ça n'a pas eu lieu encore. Puis moi, j'ai eu des montants approximatifs de nos avocats, comme je vous ai mentionné tantôt. Ça va vraiment dépendre s'il y a poursuite, quelle est la nature des poursuites, la durée des poursuites, puis jusqu'à quel niveau ça peut aller. Donc, il y a encore même beaucoup d'incertitudes. Donc, s'il y a poursuite, bien là, on aura plus d'informations qu'on pourra partager avec la population, puis on aura un peu plus de détails. Est-ce que... Moi, j'aimerais ça rajouter que les droits acquis, ou ce qu'on appelle les droits acquis, c'est pas quelque chose qui est limité. Dans le cadre de la loi, c'est clairement défini, c'est pour les projets complets et conformes déposés avant telle date. Le Conseil, dans cette résolution, on appelait ça droit acquis, mais le terme légal, c'est un régime d'exception. Mais dans le concept de sa résolution-là, on a respecté les droits acquis. C'est juste que le projet était non conforme, non complet, donc on ne pouvait pas aller de l'avant avec ça. Ça, c'est une détermination qui est pour ce projet-là. Maintenant, il reste l'analyse à faire pour les autres 5 ou 6 projets. Je veux dire, jusqu'à maintenant, on a respecté toutes les normes, et puis je pense qu'on va le faire aussi avec les projets à venir. S'il y a un autre de ces projets-là qui était complet, conforme, on aurait une autre discussion totalement. Aussi, on a parlé du régime d'exception. Ce régime-là ne permet pas de modifier un projet. Fait que tout le travail itératif que vous avez mentionné, c'est possible quand on n'est pas dans un régime d'exception. Quand on l'est, malheureusement, c'est plus faisable, parce que là, on vient d'accorder des droits qui surpassent ce que la loi nous permet. Puis
puis on outrepasse notre juridiction, si tu veux. Après ça, donc les projets, on va les analyser, on va aller de l'avant. Au niveau des consultations publiques, s'il y en a à faire, on le fera. Mais c'est vraiment au cas par cas. Puis jusqu'à maintenant, on a respecté les droits acquis. Je pense que c'est l'orientation qu'on va prendre. Merci beaucoup pour l'ajout d'informations. Des fois, on dit autrement, puis on ajoute des choses, puis ça l'aide à mieux saisir. C'est sûr que c'est une situation qui est complexe, mais j'aimerais ajouter à ça que selon le cadre juridique, réellement, notre seule obligation, c'était de faire l'analyse des demandes de projet. On n'avait pas d'obligation de les accepter. Et on a respecté cette obligation-là. Est-ce que les développeurs, de leur côté, jugent que leur projet a été présenté conforme? Ben là, c'est à eux à le demander. Là. Je ne peux pas répondre pour eux. Juste faire un commentaire à propos du cas de Mont-Saint-Hilaire que vous avez subi. Merci de nous avoir transmis ça. Je l'ai lu, je trouvais ça très intéressant, mais je ne l'ai pas trouvé très pertinent pour la situation à Kentley. Notamment parce que, oui, c'était une situation où une municipalité a essayé de freiner le développement d'une façon ou d'une autre et a perdu sa cause en cours. Mais la situation, c'était un terrain dans le périmètre urbain. Ici, on parle de quelque chose à l'extérieur du périmètre urbain. On parle, à Mont-Saint-Hilaire, des situations où la décision de la municipalité allait contre les orientations de la communauté urbaine ou métropolitaine de Montréal. Ici, on parle à Kentley, des décisions qui sont consistant avec les orientations gouvernementales. Et de plus, je pense que le juge avait pris sa décision contre la municipalité parce que la municipalité est allée en dehors de leur champ de compétences. On prend des décisions qui ne sont pas des compétences municipales. Ici, on parle d'évaluer la conformité d'un projet, ce qui est entièrement dans le champ de compétences d'une municipalité. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je n'ai pas vraiment trouvé de lien avec la situation ici. Merci beaucoup pour les précisions. Puis, j'aimerais ajouter à ça aussi que il y a un nouveau projet qui pourrait être déposé sur les mêmes terrains. C'est juste le projet actuel qui ne peut plus être modifié. Mais un nouveau projet des mêmes promoteurs pourrait être déposé. Juste pour s'assurer qu'ils respectent nos règlements, qu'ils respectent les orientations gouvernementales et tout ce qui doit être respecté. Il faut qu'il soit conforme. Dans les normes actuelles, absolument. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, ça. Oui, il y en a. Denis Durand, mais comme on est très pauvre, ma question est de savoir, est-ce que dans les nouveaux postes que j'ai entendus ce soir, est-ce que ces postes-là étaient prévus au budget? Oui, l'entièreté des postes? Merci pour la question. Alors, ça nous amène, ça conclut la deuxième période de questions. Oui. Si vous me permettez, Madame, je viens de savoir quelque chose d'assez important. Je pense que le Conseil pourrait avoir l'information pour la population en même temps. On vient d'avoir le jugement aujourd'hui sur le terrain Gintz. Je viens de rentrer, puis je viens de l'avoir, ça fait quelques instants. Pour ces motifs, le tribunal rejette la partie de la demanderesse du droit de passage. Donc, le droit de passage est rejeté tout simplement. La servitude n'est pas là. Fait que la municipalité a son gain de cause. Donc, une grosse soirée. J'allais faire une réprimande qu'on regarde le cellulaire pendant une séance, mais ça valait la peine. Merci beaucoup. Oui, toute une soirée. Merci. Alors, ça nous amène à la parole aux élus. Déjà, je ne me souviens plus qui était dans quel ordre. Je crois que c'était possiblement M. Hack. Est-ce qu'on avait commencé par M. Michon la dernière fois?
On va y aller avec monsieur. Merci tout le monde de votre présence, c'est joli. Et rappelle aussi pour la consultation mardi prochain. Il y a un grand nombre, c'est le temps de donner vos idées, vos opinions et c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Saint-Louis? Oui, alors la Commission jeunesse de Gatineau m'a invité à assister à une de leurs séances samedi dernier. Alors, j'ai pu rencontrer une équipe vraiment dynamique, des jeunes engagés, une belle relève pour Gatineau. J'espère pouvoir créer cette commission-là ici à Cantley aussi pour faire briller notre relève à Cantley. On a des petits enjeux de relève, mais là, vous êtes nombreux, alors vous allez pouvoir passer le mot qu'il y a une commission jeunesse en création ici à Cantley. Donc, merci, dans le fond, à la coprésidente Chloé Bourgeois et à la membre Isabelle Cousineau, qui sont deux conseillères à Gatineau, qui m'ont invitée. Merci beaucoup. Madame Massé. Moi, je veux juste revenir sur le projet 360. J'espère que la réseau elle a clarifié les choses. Je sais qu'il y a eu beaucoup de confusion, surtout durant les élections, la campagne et tout ça. Je veux remercier aussi Julien pour les bonnes questions. Puis, ouais, c'est pas mal juste ça, là. On a pris notre décision. Puis je pense que c'est clair. J'espère que c'est clair. Merci beaucoup. Madame Laurent? Oui, moi j'ai une petite liste d'épicerie pour ça. Deux bonnes nouvelles. Première rencontre du comité loisirs demain soir. Devait avoir lieu la semaine dernière, mais on a eu une belle petite tempête là, qui fait qu'on a reporté à demain. Je veux remercier tous les citoyens qui nous ont partagé des idées sur le mur à idées citoyennes, une initiative de Joanne. Ça va vraiment nous aider dans l'élaboration de la programmation estivale. On va faire nos recommandations à l'équipe des loisirs dès demain soir. Et puis, première rencontre du comité finances la semaine prochaine. Également, assemblée citoyenne pour District 2, mais que je vais ouvrir à l'ensemble des citoyens. Là, je vais être à peu près à 6 mois de l'élection, donc je prévois organiser une assemblée citoyenne, faire le point sur nos coups de cœur, coups de masse. Hein, ça va être un peu de tout. On pourra voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Ça va être vraiment ouvert. Je veux vous entendre, je veux entendre vos idées. Je vais l'ouvrir à tout le monde. Ça va avoir lieu probablement dans le District 2, évidemment. Donc, restez à l'affût. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Je vais annoncer la date et le lieu et l'heure, évidemment. Mais ce sera en juin. Sinon, je voulais aussi rappeler la consultation de l'Observatoire de développement de l'Outaouais. C'est une consultation qui est neutre en plus, là, donc c'est pas mené par la municipalité. Même nous, on y va comme citoyens pour y participer. On aura notre chapeau d'élu, évidemment, mais c'est mercredi prochain, mardi, excusez-moi, je suis mêlée. Mardi le 24 en soirée, donc soyez-y en grand nombre, c'est vraiment l'occasion de vous faire entendre au niveau du développement de notre territoire, justement. Et finalement, je ne peux pas passer sous silence la bonne nouvelle qu'on vient de recevoir. Je me réjouis de la décision par rapport aux Parkins. Donc, je veux remercier tous ceux qui ont contribué à l'avancement de ce dossier-là. Je suis très, très, très contente. Je vais très, très bien dormir. Si on laisse dormir. Merci beaucoup. Très bonne idée pour le 6 mois là, de faire un récupérer. J'ai plus de mots. Ça me donne une idée aussi. On va peut-être en faire le conseil éventuellement. Donc là, je manque un peu dernièrement, mais bravo, c'est une bonne idée. Monsieur Klein. Aussi très content pour la décision du Parkins. Je suis aussi honoré d'avoir reçu la nouvelle en même temps que David Wilson. Donc, je trouvais ça cool. Dans mon district, il y a une maison pour personnes âgées qui va bientôt ouvrir sur la 307. Il s'appelle la résidence Marie-Kim. Ils ont une porte ouverte ce samedi, le 21 mars, de 9h à 17h. C'est au 409 Montée de la Source. Donc, c'est la maison jaune entre le McDonald's et la garderie. Pour tous ceux qui sont intéressés ou connaisseraient quelqu'un qui sont intéressés. J'aimerais revenir sur la résolution de Nature 360.
I would like to reassure citizens who are listening that my decision was made after taking a wealth of very pertinent information. Lots of reading. I read and reread the 2 legal opinions that were mandated by the previous council. I read and reread the legal opinion that our council commissioned, as well as a legal opinion that was shared to me from a group of citizens. Il est également important de souligner que cette décision n'est pas uniquement le fruit de réflexion des élus ici ce soir. Elle repose sur le travail rigoureux de nombreux citoyens qui siègent sur nos comités municipaux, qui ont analysé le dossier avant de formuler leurs recommandations. Ce sont nos voisins, ce sont vos voisins. Parmi ces membres, on retrouve des personnes hautement qualifiées, provenant d'un milieu très varié. Biologistes, militaires, fonctionnaires, entrepreneurs, géologues, médecins, urbanistes, et bien d'autres encore. À la lumière de leurs recommandations, de celles de nos conseillers juridiques, de l'analyse externe de la firme Apple, ainsi que de l'expertise de notre administration municipale, je suis pleinement confiant que la décision prise est non seulement la bonne décision, mais la décision responsable pour l'avenir de Quintley. So I was just saying, I am entirely confident that the decision that we made tonight was the right decision, but also the responsible decision for Quintley's future. Merci. Tout a déjà beaucoup été dit. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai hâte à rouvrir la discussion avec l'Association des gens d'affaires de Quintley. C'est une discussion qui s'en vient et puis j'ai hâte d'explorer cette collaboration-là. Encore une fois, comme on a déjà mentionné, c'est pas la fin des développements. Tous ces terrains-là autour de Mont-Cascade vont être sujets à des développements, juste dans le cadre de la réglementation actuelle. Et puis j'ai hâte à discuter avec les parties prenantes de comment on peut développer quelque chose en partenariat avec le collectif public, dans l'intérêt public. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous remercie aussi pour votre participation extraordinaire là, depuis le début de notre mandat. Donc, on s'est avancé dans des dossiers qui n'étaient pas faciles, qu'il fallait régler au plus vite. Donc, merci énormément au conseil. Merci au comité consultatif aussi pour le travail que vous avez fait, les recommandations élaborées. Et aux équipes administratives aussi, là, qui étaient tout le temps là, en train de courir un peu partout d'un bureau à l'autre pour répondre aux différents besoins et aux questions. Donc, cela dit, je tiens aussi à m'excuser pour les longues lectures ce soir. Ça ne devrait pas être coutume. Prochaine séance ordinaire en avril, c'est le 14 avril. Je vous invite à être là, même s'il n'y a peut-être pas des dossiers aussi chauds. Ça peut être quand même très intéressant. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Ça nous amène à la clôture de la séance et levée de l'Assemblée à 8h46. Il est proposé par Mme Saint-Louis et puis Mme Lorrain de lever l'Assemblée à 20h46. Merci, bonne soirée.